Mais lorsque sa confession «c'était un rêve» a enfin refait surface, leur monde s'est effondré. Et mon téléphone a commencé à sonner sans arrêt l'année 2014. Je pense souvent que si le voyage dans le temps était réel, c'est cette année-là que je visiterais. Pas pour changer quoi que ce soit, plus maintenant, mais juste pour murmurer à ce moi de 22 ans, totalement inconscient, perdu dans le chaos pixelisé d'une session de jeu nocturne avec des amis: prépare-toi, ton monde est sur le point de détonner. À cette époque, j'étais à l'université, partageant une chambre de dortoir exiguë qui sentait toujours légèrement les nouilles instantanées et la terreur existentielle. Mais c'était ma terreur, gérable et familière. L'appel était venu tard, un cri perçant de mon téléphone qui a tranché la camaraderie de notre champ de bataille virtuel. Je l'ai ignoré. Ma mère connaissait les règles, un appel pouvait attendre. Mais ensuite, il a crié à nouveau, immédiatement. C'était le code familial tacite, l'équivalent numérique d'un cri glaçant en pleine nuit. Urgence. Vie ou mort. Quelqu'un est mort, c'est important. Mon sang s'est glacé. Une rivière froide remplaçant la chaleur du jeu. J'ai marmonné une excuse rapide à mes amis, leur voix s'estompant, alors que je trébuchais dans le calme stérile du couloir du dortoir, mon cœur battant une cadence frénétique contre mes côtes. Maman? Qu'est-ce qui ne va pas? Ai-je lancé, ma voix déjà tendue par l'horreur anticipée. L'autre bout était un chaos. Pas une seule voix, mais une cacophonie, des cris, des sanglots étouffés, un bourdonnement de fond d'angoisse brute, non filtré. On aurait dit que notre maison familiale, normalement calme, s'était transformée en zone de guerre. Puis, une porte a claqué, et la voix de maman, râpeuse et tremblante, a coupé à travers le bruit, plus proche maintenant, comme si elle s'était réfugiée dans un placard pour plus d'intimité. Mais ce n'était pas la voix douce et apaisante que je connaissais. C'était la voix d'une étrangère, vidée par quelque chose de monstrueux. Liam, a-t-elle étouffé, mon nom comme un éclat de verre sur sa langue. Liam, il y a quelque chose que tu dois avouer? Quelque chose à propos de ta cousine? À propos de eux, ma cousine cadette. 7 ans de moins que moi, un écart qui avait toujours semblé plus être un gouffre. Je ne l'avais pas vue depuis des années, pas depuis qu'elle était une enfant rigolote, avec des dents manquantes, obsédée par les autocollants scintillants. Maintenant, elle avait 15 ans, une adolescente. La question flottait dans l'air, épaisse et empoisonnée. Avouer? De quoi tu parles, maman? Je n'ai pas vu eux depuis... Je ne me souviens même plus quand. Mon esprit s'est mis en ébullition, tentant de relier des points invisibles, une terreur glacée se nouant dans mon ventre. Ces mots suivants n'étaient pas simplement prononcés. Ils m'ont été lancés, chaque syllabe comme un dard empoisonné. Elle nous a dit, Liam. Elle l'a dit à ta sœur. Et ta sœur m'a dit, à moi et à ta tante. Elle nous a tout dit. L'hystérie dans sa voix a monté d'un cran, craquant sous la tension. Elle a dit: «Oh mon Dieu, Liam.» Elle a dit qu'à 9 ans, et toi, tu avais 16. Tu étais dans ta chambre. Elle jouait juste. Et toi, tu es entré. Sa voix s'est dissipée dans une nouvelle rafale de sanglots. Chaque halètement, un coup de marteau contre ma santé mentale. «Maman, que dis-tu?» J'ai presque crié, les murs du couloir semblant se refermer sur moi. L'accusation, toujours non prononcée mais flottant lourdement et putride dans le silence, était impensable. Une blague vile et tordue. Puis elle a prononcé l'impardonnable. Elle a détaillé un acte si grotesque, si étranger à mon être même, peignant un tableau de moi comme un prédateur, un monstre s'attaquant à un enfant. Elle a prétendu que leur avait donné une description détaillée, de caresses, de baisers, de peurs. Le monde a basculé, les couleurs floutées sur les bords. C'était un membre fantôme d'un souvenir, quelque chose qui ne s'était jamais produit, mais qui était imposé sur ma vie avec une brutalité effroyable. Ce n'est pas vrai. Maman, c'est un mensonge. Ment! Les mots ont déchiré ma gorge, brute et désespérée. On aurait dit hurler dans un ouragan. Comment aurait-elle pu le décrire aussi clairement si ce n'était pas vrai, Liam? A crié ma mère, la question comme une condamnation. As-tu fait ça? L'as-tu fait à cette petite fille? Non! J'ai rugi, ma voix brisée, des larmes de rage et d'incrédulité piquant mes yeux. Non! Je ne l'ai jamais fait! Pourquoi tu me demandes ça? La dispute a fait rage, un flou d'accusations et de dénégations, une descente dans un cauchemar dont je ne pouvais pas me réveiller. Puis, le coup final est écrasant. Sa voix, soudain froide et dépourvue de toute chaleur maternelle, a annoncé: «Je te mets sur haut-parleur, Liam.»
Et ensuite, deux voix, la sienne et celle de mon père, plates et mortes comme des pierres tombales, ont prononcé le verdict. On ne veut plus rien avoir à faire avec toi. Ne nous contacte plus jamais. Clic. La ligne est morte, coupant non seulement un appel, mais mon existence entière telle que je la connaissais. Mon monde ne s'était pas seulement renversé, il avait été vaporisé. Le silence qui a suivi ce déclic était plus assourdissant que n'importe quelle explosion. Je suis resté figé dans le couloir stérile du dortoir, le linoléum bon marché devenant soudainement glacé sous mes pieds nus, mon téléphone toujours pressé contre mon oreille, comme si j'espérais qu'une excuse fantomatique puisse chuchoter à travers la ligne morte. Ma respiration était entrecoupée, haletante. Mes propres parents, mon propre sang. Ce n'était pas juste une accusation, c'était une excommunication, rapide et brutale. Une partie de mon cerveau, la partie logique, formée à l'université, n'arrêtait pas de rejouer la conversation, cherchant une faille, un malentendu, un mot malentendu. Mais la finalité glaçante dans leur voix, ce ton mort et creux, ne laissait aucune place au doute. Ils y croyaient. Ils y croyaient à elle. Plus tard dans la journée, alors que le soleil saignait de l'orange et du violet à travers un ciel indifférent, les poignards continuaient de pleuvoir. Deux de mes trois sœurs aînées, celles avec qui j'avais construit des châteaux de Lego et partagé des secrets d'enfance murmurés, m'ont envoyé des textos. Leurs messages étaient courts, brutaux et pratiquement identiques. L'une a dit que j'étais dégoûtant au-delà des mots. L'autre, un peu plus longue, m'a traité de monstre et a espéré ne jamais avoir à revoir mon visage. Puis, le silence. Bloqué. Comme ça. Des années d'histoire partagées, de rires et de larmes, effacées en quelques tapotements sur un écran. C'était comme si toute mon identité était démantelée systématiquement, morceau par morceau, dans une agonie insupportable. Je ne sais pas comment je suis revenu dans ma chambre de dortoir. Je me souviens que les murs semblaient trop proches, l'air trop épais pour respirer. Les affiches joyeuses de groupes que j'aimais semblaient soudainement se moquer de moi. Mon colocataire, bénisse son âme inconsciente, était toujours plongé dans son jeu, laissant échapper de temps en temps un cri de triomphe. La normalité de la situation semblait être une agression physique. Je me souviens être allé dans notre petite salle de bain partagée, celle avec la pomme de douche qui fuit en permanence et le miroir taché de 1000 éclaboussures de dentifrice, et avoir fixé mon propre reflet. Est-ce que j'avais l'air d'un monstre? Y avait-il une obscurité cachée dans mes yeux que je n'avais jamais vue, mais qu'ils avaient tous aperçue? Et puis, une envie bizarre, inexplicable. J'ai enlevé mes vêtements, ceux que je portais depuis ce qui m'avait semblé une éternité, et je suis entré sous la douche. L'eau était brûlante, mais je n'ai à peine ressenti la piqûre. Je suis juste resté là, l'eau collant mes cheveux à mon crâne, dévalant mon corps, comme si j'essayais de laver non pas de la saleté, mais la puanteur de leurs accusations, l'horreur collante et suffocante de tout ça. Jusqu'à ce jour, je ne peux pas expliquer pourquoi j'ai fait ça. C'était peut-être un besoin primal de purification, une tentative désespérée de ressentir quelque chose d'autre que le poids écrasant de leur trahison. Ou peut-être que j'essayais simplement de disparaître dans l'évacuation. Quand je suis finalement sorti, la peau rouge et tremblante, un étrange calme froid s'était installé en moi. L'hystérie était passée, laissant derrière elle un paysage désert et vide, là où mes émotions avaient été. Ma première pensée cohérente fut: je dois leur parler. Je dois leur faire comprendre. Naïf, je sais, mais le moi de 22 ans s'accrochait encore à l'illusion que la vérité et la raison pouvaient triompher face à une telle avalanche de haine irrationnelle. Pendant les jours suivants, mon téléphone est devenu une extension de ma main désespérée. J'ai appelé le fixe de mes parents, leur portable. Toujours sur la messagerie, chaque fois. J'ai envoyé des textos, de longs paragraphes suppliants, expliquant, implorant, raisonnant. Aucune réponse. Les petites coches bleues de livré se sont transformées en gris non lu, ou pire, en l'achèvement brutal d'une livraison échouée quand ils ont finalement bloqué mon numéro aussi. J'ai essayé ma cousine, la source de ce poison. Son numéro, sans surprise, était déjà déconnecté ou m'avait bloqué. Le silence de leur part était un mur solide, impénétrable et absolu. La seule lueur de réponse est venue de mon père. Un message texte sec qui est apparu sur mon écran comme une piqûre de scorpion. Arrête de nous contacter. Nous avons besoin de guérir de ce que tu as fait. Guérir? Son audace m'a presque fait rire, un son dur et brisé qui est mort dans ma gorge. Ils avaient besoin de guérir, et moi, et la plaie béante et saignante qu'ils avaient infligée à ma vie,
Ce texto a été le dernier clou dans le cercueil de mon espoir de compréhension immédiate. Il a cimenté la réalité horrible. J'étais complètement, irrévocablement seul. Ils n'étaient non pas seulement en colère. Ils étaient convaincus. Mon mot, toute la valeur de ma vie, ne signifiait rien face à l'histoire fantastique d'une fille de 15 ans. L'immédiate suite de ce dernier message dévastateur de mon père fut un tourbillon d'incrédulité et une étrange insensibilité vide. Je vivais dans une brume, un fantôme hantant les marges de ma propre vie. La nourriture était devenue une pensée secondaire. Mon corps déjà maigre perdait des kilos que je ne pouvais pas me permettre de perdre. Chaque repas manqué était comme une petite protestation insignifiante contre l'injustice qui m'engloutissait, bien que je sache que personne ne remarquait ni ne s'en souciait. Le timing de cette implosion familiale ne pouvait être plus diabolique. C'était à peine quelques semaines avant que je doive défendre mon mémoire de licence. L'aboutissement de 4 années de travail acharné, de nuits blanches et d'épiphanies alimentées par la caféine. Le stress, déjà une entité palpable, avait désormais un compagnon monstrueux sous la forme du désespoir profond. Je me souviens de m'être assis devant mon ordinateur portable, à regarder les diapositives soigneusement élaborées, les recherches méticuleusement citées, et les mots nageant devant mes yeux comme des hiéroglyphes dénués de sens. Comment pourrais-je articuler des théories complexes et défendre mes conclusions quand ma propre réalité s'était brisée en un million de morceaux incompréhensibles? Mon coéquipier, un gars gentil et perpétuellement désemparé nommé David, sentit que quelque chose n'allait pas du tout. Je ne lui avais bien sûr rien dit. Comment introduire dans une conversation que toute ma famille me croit pédophile et m'a rejeté comme un lépreux? Mais il voyait les ombres sous mes yeux, le tremblement dans mes mains, le regard vide qui remplaçait mon engagement habituel. Lors de la défense elle-même, un moment qui aurait dû être un jalon triomphal, j'étais un épave. Ma voix était une chose mince et fragile, mes pensées éparpillées comme des particules de poussière. C'est David qui m'a sauvé. Il a habilement orienté la conversation, a répondu aux questions les plus difficiles et m'a subtilement guidé vers les parties de la présentation qu'il savait que je pouvais gérer même dans mon état fracturé. Sans lui, je n'ai aucun doute que j'aurais échoué de manière spectaculaire, une autre victime de la cruauté aveugle de ma famille. Inutile de dire que ma cérémonie de remise de diplôme a été un moment solitaire. Tandis que les autres étudiants étaient enveloppés dans des câlins fiers de leurs parents souriants et des frères et sœurs jubilants, je suis resté seul, serrant mon diplôme comme un bouclier. Le tissu bon marché de la toge ressemblait à un linceul. Il n'y a eu aucun dîner de célébration, aucune déclaration fière, juste le silence retentissant de leur absence, un silence qui hurlait plus fort que n'importe quelle accusation. Ce jour-là marquait le début officiel de la pire période de ma vie. La première année après l'excommunication fut une descente en enfer privé. Chaque coup à la porte me donnait un sursaut de terreur pure. Étaient-ce les flics, venus enfin m'arrêter pour un crime que je n'avais pas commis? L'accusation, bien que jamais officiellement signalée aux autorités, planait au-dessus de moi comme l'épée de Damoclès. Je ne pouvais pas me résoudre à postuler pour des emplois dans mon domaine. La honte et la peur étaient une couverture étouffante. Comment pouvais-je me présenter comme une personne capable et digne de confiance quand ma propre famille me voyait comme un déviant? Je vivais avec les maigres économies que j'avais amassées grâce à des petits boulots pendant l'université. Les chiffres qui s'amenuisaient sur mon compte bancaire étaient un rappel constant et dévorant de ma situation précaire. Les nuits étaient les pires. Le sommeil n'offrait aucune échappatoire, seulement une toile pour un autre type de tourment. Des rêves vivants et horribles, où j'étais soit le monstre qu'il m'avait peint, soit je rejouais sans fin cet appel dévastateur, cherchant les mots magiques qui annuleraient les dégâts. Pour engourdir la douleur, pour faire taire le cœur incessant de haine de soi et de rage, je me suis tourné vers la bouteille. Le whisky bon marché est devenu mon plus proche confident, sa brûlure intense une distraction bienvenue face à la douleur glacée dans mon âme. Puis vinrent les pilules. Un ami, ou plutôt une connaissance des coins sombres de la vie universitaire, m'a fait découvrir l'oxycontine. L'oubli flottant et béat qu'il offrait était séduisant, un répit temporaire du poids écrasant de ma réalité. Je savais que c'était dangereux, un chemin vers la ruine. Mais dans ces moments de brouillard induits par la drogue, je ne m'en souciais tout simplement pas. La ruine semblait une fin appropriée. Mon appartement, une petite boîte déprimante dans un immeuble délabré, était devenu ma prison. J'étais devenu amer, une colère corrosive et amère se tordant dans mon ventre. Et violente. Pas physiquement envers les autres. Il n'y avait personne autour à blesser. Mon isolement était complet. Mais la violence s'est envenimée intérieurement, se manifestant dans des verres brisés lors de crises de rage alcoolisée.
dans des murs portant l'empreinte de mes poings serrés. Ma voisine, une vieille dame avec un caniche aboyeur, a appelé les flics une fois après un bruit particulièrement fort. Je me souviens de la panique, de l'effort frénétique pour paraître normal, en assurant aux deux policiers ennuyés que j'avais simplement fait tomber une pile de vaisselle. Ils m'ont cru, ou peut-être qu'ils n'en avaient tout simplement pas assez à faire pour enquêter plus avant. Après tout, il n'y avait personne dans mon appartement pour me contredire. Au lieu de dormir, je passais des heures, des nuits, courbé sur un carnet bon marché, à planifier. Planifier comment je pourrais faire du mal à eux, ma cousine, l'architecte de ma destruction. Mes pensées devenaient sombres, tordues. J'imaginais des scénarios de vengeance si élaborés, si cruels, qu'ils rendraient de son histoire fabriquée pâle en comparaison. Honteusement, je me suis même retrouvé à envisager l'acte même dont elle m'avait accusé, mais en le tordant en quelque chose de bien plus sinistre, un moyen de lui faire vraiment comprendre l'horreur qu'elle m'avait infligée si délibérément. Je ne suis pas fier de ces pensées. Elles étaient le produit d'un esprit détraqué par le chagrin et la rage, un témoignage de la façon dont une personne peut sombrer lorsque son monde est arraché. Ce n'est qu'à la fin de l'année 2015, après plus d'un an perdu dans cette mer toxique de désespoir, qu'une bouée de sauvetage est apparue. J'ai décroché mon premier véritable emploi dans mon domaine. Ce n'était pas glamour, le salaire était moyen, mais c'était quelque chose de normal, quelque chose qui m'obligeait à me lever du lit, à prendre une douche, à faire semblant d'être un être humain fonctionnel. C'était la première faible lueur de lumière dans un tunnel très long et très sombre. Ce premier emploi est devenu ma bouée de sauvetage. La routine banale était un bouclier contre le chaos dans ma tête. J'ai investi toute mon énergie dedans, non pas par ambition, mais pour la bénie distraction qu'elle offrait face aux pensées dévorantes de vengeance ou de désespoir absolu. La guérison fut lente, une progression douloureuse mesurée en années, pas en mois. La forte consommation d'alcool a diminué, remplacée par une douleur persistante, sourde. Les sourires étaient rares, hésitants, mais chacun d'eux semblait être une petite victoire. Je vivais frugalement, économisant, et lors de mes anniversaires, je m'achetais un cadeau significatif, un casque VR, une moto, des Legos complexes, de petites affirmations que je construisais toujours une vie, aussi marquée soit-elle. 8 ans après l'excommunication, j'ai acheté une petite maison délabrée. Elle avait besoin de travaux, mais elle était à moi, un garage pour bricoler, un jardin à entretenir. Cet acte de propriété, d'enracinement, a fait plus pour mon esprit que je ne l'avais imaginé. La vie devenait acceptable. Les antidépresseurs que j'avais pris pendant des années ont aidé, adoucissant l'obscurité en une calme grisaille monotone. La confiance est restée un mosaïque brisé. Les rencontres amoureuses ont été un désastre. Comment expliquer un passé comme le mien? Mon seul contact régulier avec une femme était ma thérapeute, le docteur Evans. Puis, il y a environ une semaine, tout a basculé. Ma petite amie de 2 ans, Lisa, une brillante et compatissante doctoresse, a dit oui. Nous étions fiancés. Lisa, habituellement réservée, a partagé notre photo de fiançailles joyeuse sur son fil Facebook public. Cela a attiré une attention surprenante. Quelques jours plus tard, un email anonyme est arrivé dans ma boîte de réception. Il y a quelque chose que tu dois voir. Mon sang s'est glacé. Je l'ai regardé pendant des heures avant de finalement l'ouvrir. Le contenu et les fichiers joints étaient comme une détonation dans mon monde déjà fracturé. L'email bref exposait la vérité sur le divorce de Hannah, 7 ans auparavant. C'était elle qui trompait Pete, et non l'inverse. Et le twist le plus cruel? Son aventure était avec Frank, un ami commun que je lui avais brièvement présenté, en mentionnant qu'il était un chanteur en devenir. Lorsque Pete a confronté Hannah, elle l'a accusé hystériquement de la tromper avec mon amie Emily, puis elle m'a malicieusement impliqué dans ses mensonges, prétendant que j'avais facilité sa liaison avec Frank et l'avais aidé à la garder secrète. Je me suis retrouvé peint comme le cœur pourri. La preuve était indéniable. Des captures d'écran de mails entre Hannah et Frank, des confessions d'amour, des plans de rencontres secrètes, des discussions réjouies pour tromper Pete. Hannah signait même certains messages avec son prénom rare, un empreinte numérique. Je l'avais. Mon esprit tourbillonnait. Qui? Pourquoi maintenant? Le post Facebook de Lisa. Je faisais défiler sa liste d'amis frénétiquement. Et là, il était. Pete. Lisa se souvenait vaguement l'avoir rencontré lors d'un séminaire médical. Un petit monde. Je lui ai envoyé un message. Il a répondu instantanément. Nous avons convenu de nous rencontrer. Il m'a expliqué ensuite l'anonymat. Les années avaient passé. Il ne voulait pas avoir l'air d'un mauvais perdant qui ressassait encore le divorce. Et il se sentait mal à l'aise,
car c'était lui qui m'avait bloqué en premier. Il m'a avoué avoir appris les mensonges d'Anna à notre famille par Émilie il y a quelques années, mais il n'avait pas pris contact, une décision qu'il regrettait maintenant, admettant que si lui n'avait pas été aussi facilement gêné, ma vie aurait peut-être été plus facile. Le fond de son email, cependant, était de me donner la vérité brute, soutenue par des preuves irréfutables. Il avait besoin que je sache. Les informations que Pete m'avait données bouillonnaient comme une maladie, un charbon ardent dans mon ventre. Le pardon? La réconciliation? Ces mots me semblaient comme de la cendre dans ma bouche. Ce que je désirais, c'était la confrontation, un règlement de compte. J'avais besoin de voir leur visage quand l'édifice soigneusement construit de leurs mensonges s'effondrerait. J'ai passé quelques jours dans une rage froide et bouillonnante, les captures d'écran des emails de Hannah brûlant un trou dans ma poche numérique. Pete, étonnamment, était une présence stabilisante. Il ne poussait pas, n'offrait pas de platitude, juste une solidarité silencieuse qui en disait long. Il comprenait le besoin de cela. Peut-être partageait-il même une fraction de ma soif de mettre fin de manière définitive à cette mascarade. D'abord, un appel discret à un vieux voisin de confiance a confirmé. Mes parents vivaient toujours dans la même maison, ce monument de mon enfance et de mon bannissement ultérieur. Et Anna, fidèle à sa nature parasitaire, vivait toujours avec eux. Pas de surprise là. Elle avait toujours été une créature de confort, habile à sucer l'énergie des autres, allergique au concept même d'effort indépendant. Si elle pouvait avoir ses parents vieillissants à son service pour satisfaire chacun de ses caprices, elle le ferait sans hésiter. L'idée qu'elle soit encore choyée, encore une princesse gâtée après ce qu'elle avait fait, alimentait ma détermination. 2 jours plus tard, Pete et moi nous sommes tenus devant leur porte. La peinture s'écaillait légèrement. Le paillasson était usé, de petits signes de dégradation qui semblaient refléter la pourriture intérieure. Mon cœur battait à tout rompre contre mes côtes. Un oiseau effrayé pris dans une cage. Mais mon visage était un masque de froideur maîtrisé. Ce n'était plus une question de déversement émotionnel. Il s'agissait de précision chirurgicale. Pete me fit un court signe affirmatif. C'était le moment. Je n'ai pas frappé. J'ai simplement tourné la poignée, déverrouillé comme toujours, et poussé la porte. Nous sommes entrés, Pete légèrement derrière moi. Une ombre silencieuse et imposante. La scène dans le salon était celle de la banalité domestique, presque grotesquement normale. Mon père était absorbé dans un journal, une assiette de toast à moitié mangée à côté de lui. Anna était affalée sur le canapé, feuilletant paresseusement les chaînes de télévision, ressemblant à la parfaite parasite ennuyée et gâtée que je me souvenais. Ma mère est sortie de la cuisine, un torchon à la main, un léger regard de surprise sur son visage qui s'est rapidement transformé en autre chose. Choc, puis une lueur de peur, lorsqu'elle a réalisé qui avait pénétré dans son sanctuaire. Nous lui avons à peine laissé le temps de dire un mot avant que nous soyons entièrement dans la pièce, l'intrusion soudaine brisant leur cocon de tranquillité insouciante. Leurs expressions se sont instantanément assombries, comme du lait laissé au soleil. Mon père a été le premier à réagir, son visage se tordant en un masque d'indignation. Il se leva précipitamment, le journal se froissant dans sa prise. Il a commencé à crier que si nous ne foutions pas le camp de chez lui, il appellerait la police, sa voix tremblant à la fois de colère et de quelque chose qui ressemblait étrangement à la panique. Je l'ai coupé, ma voix étonnamment calme, sans le tremblement que je ressentais intérieurement. Je lui ai dit qu'il était libre d'appeler qui il voulait, toute la force de police si cela lui plaisait. Mais seulement après qu'il et ma mère aient vu les documents que nous allions leur montrer. La lutte sembla s'éteindre un peu en lui, remplacée par une confusion méfiante. Ma mère se contenta de fixer, sa main volant à sa bouche. Mais c'est la réaction de Hannah qui était la plus révélatrice. Son visage, déjà pâle, vira à une teinte horriblement verte. On aurait dit qu'elle allait devenir malade physiquement. Elle marmonna quelque chose sur le besoin de retourner dans sa chambre, une tentative désespérée de fuir la tempête imminente. Je lui ai simplement dit que sa présence était très nécessaire. Il n'y aurait pas d'échappatoire cette fois-ci. Pete fit alors un pas en avant, son attitude toute professionnelle. Il ne parla pas. Il se contenta de poser méthodiquement les preuves sur la table basse, des copies du règlement de divorce, puis le pièce de résistance, les captures d'écran d'email de Hannah avec Frank, les confessions sordides d'amour, les plans de rendez-vous secrets, les références moqueuses à l'ignorance de Pete. Tandis que mes parents regardaient, leur visage devenant un kaléidoscope d'horreur naissante et d'incrédulité, je commençais à parler. Je racontais la véritable histoire de l'affaire de Hannah, ses mensonges, et comment elle m'avait systématiquement, cruellement, jeté sous le bus pour sauver sa peau. Pete ajouta ensuite le dernier détail dévastateur,
sa voix plate mais portant le poids des anciennes blessures, expliquant comment Anna, ne pouvant pas se permettre le règlement financier après que sa tromperie ait été découverte, avait été forcée de vendre l'anneau en diamant de notre grand-mère, un précieux héritage familial, pour le payer. L'air dans la pièce crépita de malédictions non dites. Ma mère laissa échapper un sanglot étouffé, s'effondrant dans le fauteuil, comme si ses jambes ne pouvaient plus la soutenir. Le visage de mon père était livide, ses yeux allant des emails incriminants à sa fille, puis vers moi, une terrible compréhension naissant en lui. Il avait l'air d'un homme qui venait de voir les fondations de son monde s'effondrer en poussière. Il se tourna vers Hannah, sa voix basse, dangereusement grondante, que je n'avais pas entendue depuis mon enfance, quand j'étais en sérieuse difficulté. Il exigea une explication. Il exigea la vérité. Et Hannah, acculée, exposée, avec des preuves irréfutables de sa traîtrise étalée devant elle, fit ce qu'elle savait faire. Elle tenta à nouveau de mentir. Elle bredouilla, elle nia, elle essaya de tisser encore une autre tapisserie de mensonges, sa voix devenant de plus en plus aiguë avec chaque fausse déclaration désespérée. Mais les preuves étaient trop accablantes, sa culpabilité trop palpable. C'était une performance pathétique et transparente. Mon père ne la laissa même pas finir. Avec un rugissement de pure colère brute qui semblait secouer les murs même, il la coupa. Il lui dit qu'il en avait assez entendu. Il lui dit qu'elle était une honte, une menteuse, qui n'avait pas seulement trahi son mari, mais qui avait détruit la vie de son propre frère et brisé leur famille pendant une décennie avec ses fabrications égoïstes et malveillantes. Il n'attendit pas de réponse. Il quitta la pièce en trombe et réapparut quelques instants plus tard, traînant 2 de ses valises, qu'il vida sans cérémonie à ses pieds. Il lui dit de faire ses valises et de partir. Dehors de sa maison, dehors de leur vie. Il en avait fini. Puis, son regard, froid et rempli d'une douleur si profonde qu'il était terrifiant à regarder, balaya tous ceux qui étaient présents. Moi, Pete, ma mère en pleurs, et la Hannah maintenant, en train de sangloter hystériquement. Il nous dit à tous de foutre le camp. Il avait besoin de respirer, il avait besoin de réfléchir. Je n'avais pas besoin qu'on me le dise 2 fois. Pete et moi nous tournâmes et marchâmes vers la porte. Les bruits des supplications désespérées de Hannah, de ses implorations, de ses promesses frénétiques de changer, résonnant derrière nous. C'était une image miroir glaciale de mon propre départ il y a toutes ces années, les mêmes cris désespérés engloutis par le même silence implacable. Mais cette fois, le silence n'était pas pour moi. Cette fois, la porte se fermait sur elle. Le karma, pensais-je, avait un sens de la poésie magnifiquement tordu. Et pour la première fois en une décennie, une petite lueur furieuse de quelque chose ressemblant à la satisfaction, voire au bonheur, s'alluma dans le désert de mon cœur. Pete et moi sortîmes dans la lumière déclinante du soleil, les bruits des hurlements hystériques de Hannah et des cris tendus et épuisés de mon père, résonnant encore faiblement derrière la porte fermée. Je ne me retournai pas. Il y avait une étrange légèreté dans ma poitrine, un espace où le rocher de ressentiment et de douleur de 10 ans avait finalement été délogé. Ce n'était pas de la joie, pas exactement, mais un sens sinistre et satisfaisant d'un équilibre cosmique rétabli. Le karma, pensais-je avec un sourire sans humour, avait en effet un flair pour le dramatique. Je n'aurais pas pu l'écrire moi-même mieux. Quelques jours plus tard, juste au moment où un fragile sentiment de normalité tentait de s'installer sur moi, il y eut un coup désespéré à ma porte d'entrée. Je savais, avant même de l'ouvrir, qui cela allait être. Anna se tenait sur mon pas de porte, son visage strié de larmes et gonflé, ses vêtements de créateur en désordre. Le portrait de la désespoir droit. Elle n'attendit même pas d'invitation, tentant de me pousser, exigeant que j'aille immédiatement chez nos parents, que je répare ça, que je leur dise que tout était un malentendu, que je les convainque de la reprendre. Je la regardais simplement, ne ressentant rien d'autre que du mépris froid et distant. Je lui dis, ma voix plate et dépourvue de toute émotion que j'avais pu ressentir pour une sœur, que je ne lui devais absolument rien. Elle avait ruiné ma vie une fois, sans le moindre remords. Je lui avais simplement rendu l'appareil, en exposant sa vérité. Nous étions, concluai-je, enfin à égalité. Son visage se décomposa. Les accusations commencèrent alors, les sanglots désespérés. Elle m'appela un monstre, une créature sans cœur, dénuée de sentiments familial. Je ne répondis pas. Je ne m'engageai pas. Je fermai simplement la porte en plein visage, le bruit du verrouillant une ponctuation définitive. Je mis mes écouteurs, montant la musique assez fort pour noyer ces pleurs incessants et pathétiques de l'autre côté du bois. Au bout d'un moment, le bruit cessa. Quand Lisa rentra plus tard,
Elle trouva un message griffonné au rouge à lèvres sur ma porte. Tu es un monstre vengeresse. Je haussai les épaules. Peut-être que j'étais un monstre. Mais au moins, j'étais un monstre qui avait enfin sa vérité. Et cela, après une décennie de mensonges, semblait étonnamment, puissamment, acceptable.